Tony, Ça va? Tu vas bien? Et toi? Ça met la pression quand t'arrives ici. Ça met la... Tu sais, ça... il y a une histoire. Ça met la pression. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ouais, J'aime tu bien. sais ce que c'est. J'aime bien les photos aussi. Qu'est-ce que tu fais de nos jours maintenant? Plein de choses. Plein de choses. J'ai vu que tu jouais au padel. J'ai vu. Ouais, ça c'est avec les potes, un petit peu. Faudra qu'on joue un jour. J'aimerais bien ouais. voir ton niveau. J'adore jouer au padel. Faudrait que tu viennes aux Z5. Oh, ah oui, bah oui, bien sûr. Z5, Bien sûr. À Aix ou à Istres, on en a. Enfin, à Aix ou Istres. On a des terrains là-bas, sympa. En plus, là, je suis en train d'en faire d'autres. Donc c'est sympa. C'est vrai que c'est vraiment pour continuer à faire du sport, être avec les potes. C'est le sport que tu pratiques le Ouais. plus aujourd'hui, Ouais. pour rester en forme. Mais, si tu veux, je pense que toi, tu dois avoir plus de potes que moi. C'est-à-dire avec qui tu peux jouer, tu sais, parce que non, mais c'est vrai, tu as un peu partout de mecs. C'est pas faux. Et c'est vrai que moi, enfin, c'est pas faux. même si moi, je joue plutôt avec mes enfants. Tu sais que je joue souvent avec Robert Pires, Abidal, j'en joue pas avec pas mal de foot. Il y a plein de footeux qui jouent au padel. Top. J'aime bien. Non, je m'amuse bien. Je m'amuse bien avec eux. On s'organise, tu vois, à Paris et à Lyon. Parce que c'est ça qui est le plus dur au padel, c'est qu'il faut s'organiser à l'avance avec tous nos calendriers et qu'il faut être 4, quoi. Et ouais, c'est ça. C'est ça qui est le plus dur. Tu l'as vécu, toi, ça, genre comme la petite mort, comme la plupart des sportifs, ils vivent ça. Tu sais, 95% des athlètes, quand ils prennent leur retraite, tu sais, ils ont l'impression de, tu sais, s'ils partent un peu en dépression, quoi. Ben non, moi, j'ai pas vécu ça parce que j'avais vraiment envie d'arrêter. J'ai vraiment pris ma décision et j'étais sûr de moi. Parce que je supportais plus les mises au vert, quoi. C'est pas le foot, c'est pas d'être avec les potes où j'étais agacé. Mais ça, c'est fou, ça, les mises au vert. Ouais. Moi, je comprenais pas pourquoi vous avez ça. Ouais, parce que nous, en NBA, on joue tous les 2 jours. T'imagines, si on faisait mises au vert, c'est impossible. Tu serais jamais à la maison. Exactement. Et donc, c'est terrible, ça. Donc, c'est ça qui m'a fait arrêter. Mais... Donc, en fait, c'est le lifestyle, ce qu'il y avait autour, qui a fait que... Que ça. Si tu étais en mode NBA, tu aurais joué un peu plus. Ah ouais, si t'es en mode... Ah ouais, comme toi, bien sûr. Rester avec les potes et tout, jouer, tu vois, même s'entraîner. Moi, j'adorais l'entraînement. Avec les potes, s'entraînement, tu te chambrais, tu faisais des petits ponts, des trucs, choses qu'en match, tu fais pas trop. Tu vois, parce que t'as un match à gagner, il faut être plus sérieux, mais à l'entraînement, tu vois, quand t'étais avec le Brésilien Ronaldo, en fait, qui te disait aujourd'hui, je vais te faire 2 petits ponts, en fait, c'était marrant. Ouais, c'était marrant. Parce qu'à l'arrivée, quand il te les faisait, parce que c'est ça, c'est-à-dire, t'annonces ce que tu vas faire, si tu fais pas. Tu te fais chambrer par tout le monde. C'est le joueur le plus talentueux que tu as joué avec toi. J'avais déjà vu les interviews. En fait, je le mets partout, si tu veux. Je le mets partout parce que c'est vraiment... Moi, c'est un plaisir, tu sais, de... Toi, tu as dû avoir ça aussi, c'est-à-dire être avec les mecs qui te procurent quelque chose, les mecs qui sont à côté de toi. Toi, tu fais ton taf, mais t'en as qui te procurent quelque chose. Comme toi, Jordan, ça a toujours été ton idole. Bon, et Jordan, d'accord. Mais moi, par exemple, à Ronaldo, moi, je dirais que c'était Ginobili pour moi. Ah ouais, d'accord. Parce que Ginobili, argentin, gaucher, il faisait des trucs tu sais, que tu voyais pas tous les jours, en fait. Et à l'entraînement, il était toujours en train d'essayer des trucs que tu fais pas en match. Et il disait toujours, peut-être un jour, je te le ferai, tu vois. Et après, il le faisait en match, quoi. Il essayait, parce qu'il était tellement fou dans sa tête. Et au niveau de la création, que moi, c'est le joueur le plus unique que j'ai joué avec. Alors, Duncan, c'était le plus fort. Mais Ginobili, c'était le plus unique. Et je pense que pour toi, Ronaldo, on le voit quand t'en parles, tu parles avec beaucoup d'amour et de passion par rapport à ça. Oui, parce qu'en plus, au-delà d'être un grand... Mais tu vas me dire, il était plus talentueux que toi avec le ballon, avec tous les tricks et tout ça? Non, mais rien à voir. Mais en plus, c'est une bonne personne. C'est-à-dire, tu vois, quand tu allies les deux, c'est-à-dire un mec phénomène sur le terrain, et en plus bonne personne, c'est-à-dire qui te fait rire. C'est toujours la bonne blague, le truc rigolo. Donc c'était parfait. Il y a une question que je voulais te poser, et mes académiciens ils me posent souvent la question, est-ce que tu penses, maintenant que tu as été joueur, tu as été coach, est-ce que tu penses que le mental, ça se travaille? Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est en toi, qui est inné? Ou tu penses qu'on peut le travailler, ça? Tu peux tout travailler. Mais je pense que tu as des choses qui sont... profondément à l'intérieur de toi, surtout quand tu commences sportif, quand tu es un sportif de haut niveau, et que tu fais une carrière, comme on a fait tous les deux, je pense qu'il faut avoir du mental, de toute façon, ça c'est sûr. Mais après, même pour manager, parce que moi, si tu veux, quand j'ai arrêté de jouer, et qu'on m'avait dit, entraîneur, je me dis non,
ferai jamais entraîneur. Franchement, je peux dire un truc, hein, tu vois. Jamais de la vie, j'aurais pensé que tu aurais été coach, tu vois. Ouais, mais il y en a plein ici. Franchement, j'y croyais pas. Il y en a plein. Je le voyais pas, franchement. Alors que moi, C'était les peu de fois qu'on s'est vus et quand je suis venu te voir à Clairefontaine, enfin tous les moments qu'on a passés ensemble, jamais j'aurais pensé que tu aurais été coach. C'est quand que tu as eu le déclic, tu t'es dit, c'est quoi, je vais essayer? Mais moi j'adore le contact avec le gars, c'est-à-dire avec l'humain. T'aimes bien l'humain. Hein. Ouais. T'aimes bien être proche des joueurs. Mais par contre, j'aime bien l'humain et j'ai quelque chose de particulier avec dans le sport. On a quand même appris des choses. Et si tu veux, moi, j'aime bien transmettre. Mais par contre, c'est vrai que j'aime pas tout ce qui entoure tout ça. C'est-à-dire les caméras, les machins, j'ai un peu moins. Voilà, il y en a qui aiment bien et qui le font bien. Et moi, je critique pas ça. Mais moi, c'est plus être, tu vois, tout seul dans un coin. Toi, par exemple, j'ai commencé à entraîner Castilla, les jeunes. Et les jeunes, si tu veux, tu as vu, Zidane, la carrière, il te regarde, tu parles et il te dit oui. Et oui. Il n'y a pas d'échange. Et tu vois, j'avais du mal. Parce que j'ai besoin d'échanger. Parce qu'ils étaient impressionnés. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est pour ça. Après, j'ai pris l'équipe première. Il y avait un vrai dialogue. Et là, tu vois, je me suis découvert, mais j'ai adoré tout ça. Et après, c'est petit. Ça, tu l'as appris après, en fait. Et après, c'est venu petit à petit. Ouais. Ben, c'est-à-dire, j'ai fait ma formation, formation d'entraîneur. D'ailleurs, d'abord, non, j'ai fait ma formation de manager à Limoges pendant 2 ans. Ouais, ça, c'est tous les sportifs à Limoges. Pendant 2 ans. Et après, j'ai fait la formation d'entraîneur pendant 3 ans. Donc, j'ai fait, et là, j'ai appris plein de choses. Parce que tu as toujours des intervenants qui viennent et eux, tu vois, ils sont là pour te transmettre quelque chose aussi. Et j'ai appris plein de choses. Et donc, j'ai dit, purée, mais voilà, c'est ça que je veux. Et t'as jamais essayé de l'autre côté de la barrière? T'as jamais essayé d'être GM ou directeur sportif, président d'un club? T'as jamais essayé? C'est juste qu'en fait, t'as été pris par l'amour du coaching et tu t'es dit, vas-y, je fais ça. Ouais, c'est-à-dire j'ai fait manager et j'ai dit non. Il y a quelque chose qui me manque. Il me manquait quelque chose. Après, j'ai fait celui d'entraîneur et là, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Parce que c'est toujours pareil. Moi, pendant 5 ans, j'ai rien fait. Pendant 3-4 ans, quand j'ai arrêté, je voulais profiter de ma famille. Et après quand tu regardes, tu te dis, putain, mais bon, je vais pas faire ça pendant 25 ans. Et donc, j'ai dit, bon, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et je me suis mis, donc j'ai eu cette formation de manager. Et j'ai dit, bon, il me manque quelque chose. Et j'ai fait celle d'entraîneur. Et là, j'ai dit, ouais, c'est ce que je veux faire. Puis j'avais un pote qui était mon adjoint, David Bettoni, avec qui j'étais au centre de formation à l'ESCAN. On a fait toute une formation ensemble. Et lui, c'est un fou. Mais fou. C'est-à-dire, c'est les entraîneurs toi, tous les jours, tout le temps, avec les stats et les machins, tout ça. Et donc, il m'a dit, on va faire quelque chose. Et puis après... Et tu as gagné en tant que joueur, tu as gagné en tant que coach. C'est quoi la plus grosse différence, tu penses? Moi, tu vois, j'ai gagné en tant que joueur, j'ai gagné en tant que président de club. Et je me dis, c'est génial de créer quelque chose du début et tu choisis le coach, tu choisis le kiné, le préparateur physique, tu essaies de construire l'équipe. Et tu es derrière, tu regardes. Et c'est une adrénaline quand même qui est pas mal quand même, tu vois. Moi, je prends beaucoup de plaisir. Ça sera jamais pareil qu'en tant que joueur, tu vois. Mais c'est vraiment pas mal. Toi, tu mets comment la différence entre coach et entraîneur? Déjà, entraîneur, pardon, et joueur. Ouais, c'est pas du tout la même chose, ça c'est vrai. C'est vraiment rien à voir parce que tant que joueur, tu sais comment c'est. On se regardait à soi, plus que même si après sur le terrain on jouait pour l'équipe, mais c'est ce que tu as fait toute ta carrière. Parce que quand même, il faut remettre les choses à leur place quand même. Tu jouais pour les autres, toi. Et moi aussi, j'aimais faire ça. Mais par contre, c'est pas du tout la même chose parce qu'entraîneur, là, tu t'occupes vraiment d'un groupe de 25 mecs et tu sais comment c'est. C'est-à-dire, plus le club il est haut et plus les égos dedans, c'est fort, quoi, dans un vestiaire. Et il faut gérer ça. Mais moi, j'ai bien aimé aussi faire ça parce que, en fait, tu as aussi un vécu, toi, et les mecs, ils respectent ça. Et après, si tu rentres après en alchimie avec eux, si toi, ils adhèrent à ce que ton message, tu veux faire, surtout parce que moi j'aimais le jeu. Moi, j'aimais jouer. Moi, j'ai toujours mis un ballon dans mes entraînements. Et pas tu cours autour du terrain. Oui, c'est important de courir, mais il faut toujours mettre un ballon. Et eux, ils adhèrent à ça, les joueurs. Moi, si tu veux, ce que j'ai fait comme entraîneur, c'est ce que je faisais, ce que j'aimais faire quand j'étais joueur.
C'est-à-dire toujours qu'il y ait un ballon et qu'il y ait un partage entre toi et moi et qu'on s'amuse. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire vraiment, entraîneur, c'est un métier à part. Il faut être là. Ça prend plus de temps, tu penses? Ouais, bah ouais, ça n'a rien à voir. D'accord. Non, moi, par exemple... Parce que joueur, tu fais l'entraînement, tu rentres chez toi. Voilà, c'est ça. Entraîneur, tu restes, la séance vidéo, puis il faut que tu te prennes la tête sur tout le monde. Bon, lui, il n'est pas content, lui, il fait la gueule. Peut-être lui, je vais l'inviter à manger. Il faut gérer tout ça. Tout à fait ça. Et c'est après, même les vidéos individuelles, parce que tu as la vidéo de groupe, mais après, tu as les vidéos individuelles. Mais moi, je me rappelle, quand j'ai commencé, j'arrivais à 8h le matin, je partais à 23h le soir. Hein. Ah ouais, quand même, ouais. 8h, 23h. Pendant 3 semaines, j'ai fait ça. Ah, quand même. Ouais, rien à voir au niveau du temps. Rien à voir, non, rien à voir. C'est-à-dire que tu rentres à la maison. Moi, j'avais la tête. Parce que vraiment, on mettait les choses en place comme vous voulez, machin, pour après transmettre. Et j'ai eu la chance, quand j'ai commencé, qu'on n'avait pas la Coupe d'Espagne. On avait le championnat et on n'avait rien à jouer. Donc, dans la semaine, en fait, quand tu n'avais pas la Coupe d'Espagne, tu n'avais pas la Champions League, ben, si tu veux, tu jouais qu'une fois. Et donc, tu pouvais travailler. J'ai pris mon préparateur physique avec moi. Je lui ai dit, écoute, moi, mon équipe, je la vois pas bien, mais tu vas m'en dire plus, toi. Et donc, en regardant, effectivement, il m'a dit, physiquement, on est à la rue. Donc, pendant 3 semaines, on a mis quelque chose en place pour travailler. Même toi, Tony, tu sais très bien que quand tu as un certain âge, travailler physiquement, mais pas comme tu veux toi, c'est-à-dire qu'on te dise comment tu dois faire. Quand tu as 32 ans, 33 ans. Parce que tu as tes habitudes, tu as tes trucs. Et donc, c'est dur. Et tu penses tout savoir aussi. Donc... C'est ça. Ouais. Et donc, moi, c'était les convaincre déjà de ça. De dire que, bon, on est à la rue. C'est-à-dire, demain, on joue contre Atlético de Madrid, on joue contre Barcelone, on perd, sûr. Et justement, ces 3 semaines m'ont permis à leur mettre dans la tête qu'il fallait bosser. Et donc, je les ai vraiment tués. Mais exprès. C'est-à-dire vraiment pour que, 3 semaines après, quand on commence cette Champions League, qu'on soit bien. Après, Et c'est ce qui s'était passé. Il faut que je te demande un conseil, parce que moi, j'y arrive pas clairement avec mes enfants. J'ai 2 enfants, et 2 garçons, ils ont 9 et 7 ans. Et j'ai essayé de leur montrer des vidéos, j'ai essayé de leur montrer Jordan, mais ça marche pas. Ils jouent pas au basket, tu vois. Toi, ils jouent tous au foot. Comment t'as fait? J'ai pas fait grand-chose, hein, à part jouer avec eux dans le jardin. Ouais. Et qu'ils aimaient bien faire ça. Ouais. Moi, c'est pour ça que c'est marrant comment tu éduques des enfants et tu fais la même chose avec les deux et ils prennent des informations différemment. Et un jour, mon fils aîné, 9 ans, il me dit ouais, papa, je vais être arbitre, tu vois. Et j'ai dit arbitre, tu vois, ça m'a tué, tu vois. Ça m'a fait mal au cœur. J'ai fait arbitre, j'ai fait franchement tout sauf ça, quoi. et je me demandais, toi, juste, tu joues avec eux et après, s'ils te demandent des conseils ou trucs comme ça, tu parles avec eux et après, tu n'as rien fait d'autre. C'est quand qu'ils ont commencé à regarder genre tes highlights et savoir, tu sais, qu'ils se sont rendus compte qui était papa? Parce que moi, ça commence là. Mes enfants, ils commencent à réaliser qui est papa, quoi. Mais en fait, en plus, j'ai pas jamais trop parlé de ça à mes enfants, de dire... je sais pas si le fait qu'ils soient... Parce que c'est des enfants un peu discrets, qui ont fait leur life, tu vois. Donc, en fait, on n'a jamais trop parlé de... Mais ils m'ont jamais trop posé de questions. Et moi, je les ai jamais trop aussi, si tu veux, parler trop, en fait, en leur disant il faut faire ça, jamais. Moi, je les ai toujours laissés jouer. Ils aimaient ça, ils faisaient ça entre eux. De temps en temps, ils m'appelaient, je jouais. Et après, par contre, parce qu'eux, ils étaient d'entrée, ils étaient avec les mecs ici, tu vois, au Real. Ils étaient déjà pris en charge. Ils étaient déjà pris en charge. Et moi, je faisais confiance à les mecs qu'il y avait, dans un grand club. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on peut couper 1 minute. Parce qu'en fait, c'était mon fils qui me... Parce qu'en fait, il est là, je crois. Ah bah oui. Parce que je t'avais dit, il fallait voulait être... Bah fais-le bien, il peut rentrer. Hein. Parce que bon, Tony Parker quand même. Vas-y. Tony Parker. Ouais, je pense qu'il est là. C'est lequel qui est là? Parking 3. C'est Enzo, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Ouais. Parfait. Enzo. Parfait. Ça va? Ça va, tu vas bien? Ça va? Ok, ça va? Bienvenue. Bienvenue. Il est encore plus timide que moi. Mais bon. Quand tu jouais, c'était quoi ta plus grosse peur? Tu sais, quand tu jouais, et c'est quoi ta plus grosse peur maintenant dans la vie? Alors, quand je jouais, j'avais pas de peur particulière. C'est vrai? Non. Moi, j'avais peur de décevoir mon père, moi.
Ah ouais, bah. Parce que tu vois, comme mon père était basketteur et que c'est lui qui m'a appris et que je jouais, ma plus grosse peur, c'était de le décevoir. Ouais. Mais ça pas... Ouais. Mais c'était juste une peur. C'est pas arrivé. Après, quand je suis arrivé à NBA et qu'il y avait le nom, David Stern, il annonce mon nom à la draft, là, j'ai vu qu'il était fier de chuter. C'est bon. J'ai réussi ma vie. Ouais, c'est ça. C'était plus ça. Ah ouais, c'est vrai, aucune peur alors. Non, sur le terrain, non. Non. Sur le terrain, t'avais pas, je sais pas moi, peur de pas gagner la Ligue des Champions peut-être, ou non. Je sais pas, ou non, justement au contraire, en fait, je me suis jamais dit, j'ai toujours aimé gagner, je suis un gagneur et je fais ça pour gagner. Enfin, on fait ça pour gagner. Mais c'est, si tu veux, c'est moi ce qui m'intéressait, c'était le chemin. C'est-à-dire qu'est-ce que tu fais pour être le meilleur. Donc tu étais en mode contrôle ce que tu peux contrôler, quoi, en gros. Ouais, c'est-à-dire je travaille, je bosse, j'ai du talent, mais il faut que je bosse. Je bossais, j'étais sérieux, je prenais les conseils. Et puis après, le reste, pour moi, ça vient. Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais ça, et si ça vient pas, tu recommences. Et c'est pas grave. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner, parce que la victoire, enfin, pour dire je veux gagner, je veux être le meilleur, ou je veux être ballon d'or, ou je veux... Tu t'aperçois que gagner un ballon d'or, il y en a qu'un qui le gagne, quoi. Et c'est dur. Et les autres, ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, ou qu'ils n'auront pas rien fait de bien, ou un truc. Parce que moi, j'avais tout gagné aussi, mais sauf la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, j'ai gagné quand je suis arrivé à Madrid. Mais c'était pas une obsession. Tu décides d'aller à Madrid pour ça, pour gagner ça. Je savais que j'allais la gagner ici. Enfin, ouais, c'était ton sentiment. Et oui, voilà, c'est ça. Feeling. Ouais, mon feeling, ouais, c'est ça. Parce que j'ai tout fait au feeling, en fait, finalement. J'ai rien calculé, j'ai tout fait avec le cœur, avec le truc de dire... Et je sentais que ce club, il pouvait m'apporter ce que j'avais pas gagné à la Champions League. Parce qu'avant, j'avais perdu quelques finales, quand même. Ouais, je sais. Ouais. Mais c'est comme ça que tu te construis aussi, dans les défaites. Et ta faculté, justement, à rebondir dans ces moments-là vont faire que tu continues à avancer, quoi. Parce que moi, je me rappelle, tu sais, moi, j'ai gagné très, très tôt en NBA. En 2003, j'ai 21 ans, on est champion NBA. Après 2005, 2007, donc j'ai gagné beaucoup en NBA. Ouais. Mais en équipe de France, on n'avait pas gagné. Ouais. Et moi, ça me tuait, ça, mentalement, de revenir en équipe de France et de pas gagner. Parce qu'en plus, on n'avait jamais rien gagné. J'avais fait une promesse comme quoi j'aimerais bien amener le premier titre de l'histoire au basket français. Et chaque été qui passait, ça me tuait de plus en plus. Surtout que tu te préparais en plus, parce que normalement, en fait, comme tu étais là-bas, le venir ici... Mais moi, c'était des gros sacrifices, en fait, voilà, c'est ça. En équipe de France. Ouais. Mais c'était beau en même temps. Ouais. Parce qu'après, tu as réussi. Je dirais, et tu pourras nous en parler, ta plus grosse défaite. Moi, ma plus grosse défaite, c'est contre Miami en finale en 2013. On mène 3-2, et il reste 28 secondes et on est à plus 5. Et là, Pop, il annonce temps mort. Et je vois, tu vois, mes amis, ma famille descendre, tu vois, ils mettent les cordes, c'est pour préparer la célébration, tu vois. Je vois le trophée comme ça, et je me dis, là, on a 99,5% de chance d'être champion. Ouais. Et bien sûr, on était dans les 0,5. L'autre, il met le 3 points, on part en prolongation, on perd. Et je me dis que, là, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Un dîner après ça, après le match, là, c'était pourri. On perd le titre. Et cet été-là, le coach, il m'appelle et il me dit « Tony, tu viens en équipe de France ?» Et ma première réponse, c'était « Non, je suis fatigué. On vient de perdre en finale, là, c'était horrible. J'ai pas envie d'y aller. » Et c'est là, tu sais jamais quand ça va arriver, en fait. Ouais. Et 48 heures après, tu sais, je change d'avis et je fais « Vas-y, jusqu'à la mort. » Je rappelle le coach, je l'appelle. Je dis finalement, vas-y, je viens. Et en plus, il y avait des joueurs qui avaient annoncé qu'ils ne venaient pas. Donc, on n'avait pas une super bonne équipe. On avait une équipe de bras cassés quand même par rapport à 2011. Et j'y vais quand même. Et c'est cette année-là qu'on gagne. Comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher, quoi. Mais c'est surtout ce que tu dis. C'est-à-dire que le fait de... Bon, OK, tu as la déception. Mais derrière, en fait, 48 heures après, tu te dis, allez, je vais aller en équipe de France. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de gagner avec eux. Mais justement, parce qu'après, on gagne en 2013. Et donc, ça me donne une super énergie pour 2014. Premier entraînement, qu'est-ce qu'il fait, Pop? Tu dois bien connaître en tant que coach. Il me remet les 3 dernières minutes du match 6 et les 3 dernières minutes du match 7. Donc, les 2 matchs qu'on a perdus pour le titre. Donc, du coup, tu commences la saison, il est vraiment obligé de nous remontrer ça en tant que coach. Et après, ça nous a donné une rage pour toute la saison. Et en 2014, ce qui est bien, c'est qu'on rejoue la même équipe
contre qui on avait perdu en finale. Et là, mais là, par contre, on les écrase. Ouais. On gagne 4-1, on les défonce et on joue le meilleur basket. En tout cas, moi, aux Spurs, le meilleur basket qu'on ait jamais joué. Quoi. Mais tout démarre de cette défaite. Quoi. Ouais. C'est quoi pour toi ta plus grosse défaite, tu dirais et justement, et après, comment tu as fait pour justement rebondir, pour justement avoir ce mental qui fait que tu continues? En fait, la plus grosse déception, parce que la défaite, j'ai pas de... Tu vois, j'ai perdu des matchs, mais c'est pas le plus important. Mais la plus grosse déception que j'ai eue, c'est que plus jeune, quand je suis descendu avec la SCAN. On était en première division et tu descends en deuxième. Vous êtes descendu en Ligue 2. Et en plus, bon, j'ai pas joué parce qu'en fait, ils m'ont vendu, comme j'étais un jeune espoir, ils m'ont vendu tout de suite. Et je suis allé à Bordeaux. Ouais. Mais ma grosse déception, en fait, tu vois, en tant que jeune, j'étais jeune, c'était celle-là. C'était de descendre avec un club. Parce que tu as vu, c'est marrant comment ça marque ces défaites-là. Parce que moi aussi, j'ai un match aussi qui me reste en tête. Quand j'avais 14 ans, on a dominé toute la saison. Je jouais à Mont-Saint-Aignan en Normandie. Tu peux même connaître la petite ville, je suis là-bas. Et on domine toute la saison et on joue en finale. Et c'est horrible quand tout joue sur un match. Et au basket, tu sais, ils ont fait zone pendant 40 minutes, truc pourri que tu fais pas en jeune. Normalement, c'est défense individuelle. Ouais. Et là, ils nous avaient fait zone et on perd de 2 points. Et je loupe le tir pour la gagne. Cette défaite-là, elle est restée, mais pendant tellement... Là, t'avais 14 ans. Toi, j'avais 14 ans. 14 ans. J'avais 14 ans. Et ouais, mais c'est là où tu te rappelles de vraiment des choses qui marquent, qui font mal en tous les cas. Parce qu'après, plus tard, bon, tu sais comment ça marche, quoi. Tu gagnes, tu peux perdre. Tu fais tout pour gagner, mais tu peux perdre les matchs. Bien sûr. Et entre Champions League et équipe de France, même si c'est dur de comparer, c'est quoi là où tu as été le plus heureux? De toute façon, la grosse... l'histoire qui a marqué notre sport à nous, c'est bien sûr regagner la Coupe du Monde. Mais chez toi, quand c'est la première fois, c'est toujours un truc incroyable. Et donc de le vivre avec les gens, c'était ça te fait toujours des frissons quand tu revois des images ça te fait toujours des frissons? Ouais. Dès qu'il y a un truc qui se passe, où tu parles, ça te ramène à cette époque. Parce qu'en plus, tu as vu, ça y est, c'est 25 ans. Ouais, ça commence à passer. On dirait que, tu vois, mais c'est 25 ans quand même. Donc c'est vieux. Non, moi je pense que les gens ils pensent toujours à cette année-là. Parce que quand tu es les premiers, tu peux pas remplacer les premiers, quoi. Les premiers, c'est la première fois. Ouais, c'est vrai. En tous les cas, en équipe de France, celui-là, il est spécial. Alors c'est pas original, bien sûr, parce que tu te dis toujours la même chose. Tu dis c'est celui-là, mais bon, en même temps, il faut dire la vérité. C'est celui-là. C'est comme moi je dis toujours la même chose, c'est normal. C'est normal. Et puis après la Champions League que j'avais pas gagné avec Madrid. Parce que Bernabéu, quand même, c'est particulier, tu vois, c'est une atmosphère particulière. Je l'ai vécu et je souhaite à tout le monde de jouer dans ce stade. Mais peut-être qu'après, bon, toi tu ne pourras plus jouer aussi parce que c'est comme nous. Non, mais je veux dire jouer parce que peut-être qu'un jour ils pourront mettre même, tu sais, avec le nouveau stade, faire un match de basket. Ouais. Ah oui. C'est sûr. Ils vont faire. Sûr. Ils ont déjà fait un match, ils ont fait un All-Star Game en NBA dans un stade de football américain. Et c'était 100 000 personnes. Et ils avaient fait l'All-Star Game 2010 là-bas. Tu vois, Madrid, ils sont capables de le faire, ça. Ça doit être impressionnant. Ouais. Et tu étais Non, cette année-là, j'étais blessé. J'étais même pas All-Star cette année-là, j'étais dégoûté. 100 000 personnes. Ouais, ça fait du monde. Parce que vous, justement, pour le basket, 100 000 personnes. Ouais, non, là, ça fait beaucoup, là. Ouais. C'est beaucoup, parce que nous, notre terrain, il est plus petit. Ouais, c'est ça. Vous, c'est quoi, 20 000? Nous, généralement, c'est entre 20 et 25 000. 25 000. Ouais. Là, l'année dernière, les Spurs, ils avaient fait un match dans le stade de football américain et c'était 60 000, 65 000, je crois. Donc, ils avaient battu le record. Mais pour un match de saison régulière. Ouais. Mais ça fait grand quand même. Hein. Toi, là, moi, j'ai fait match de foot l'année dernière. J'ai joué pour une fondation, un match de foot. On a joué au Vélodrome. Et je ne m'en rendais pas compte. Quand même, les sprints. Je me suis un peu enflammé, tu vois, où j'ai commencé à faire deux, trois sprints. Ah ouais, j'étais mort. Franchement, c'est chose rien à voir au basket. Ça n'a rien à voir avec le basket. C'est la première fois que je faisais un match de foot, tu vois, live, tu vois, je mets les crampons et tout, j'étais bien. Et j'ai fait, ah ouais, et ils ont fait ça bien, présentation, tout, on a marché, comme vous, tu sais, on marche comme ça, bim, ça. Il y avait 35 000 personnes, c'était blindé. Et franchement, je ne me rendais pas compte. Parce que c'est pas les mêmes sprints, enfin, c'est pas la même. C'est des grosses distances quand même. Je suis un peu enflammé à un moment donné. Robert, il part comme ça, j'ai voulu le suivre. J'ai trop fait le malin, j'étais mort.
carbo. Ouais. Maintenant, je comprenais pourquoi des fois vous revenez en marchant après une longue droite. Course. Mais tu jouais plus jeune, foot? Ouais, moi je jouais. J'ai joué pendant 5 ans, moi, jeune. Ouais. Et après, j'ai dû choisir entre foot et basket. Et tu as choisi donc à quel âge? J'ai choisi, j'avais 10 ans, 11 ans. Ouais. Après, tu as continué un peu à jouer au foot ou... Non. Jamais? Non. Après, même pas un match avec les copains? Non, parce qu'après, à 14 ans, je suis arrivé en équipe de France, cadet, et puis après, tu sais, t'as tous les contrats, t'as tous les trucs, t'as plus le droit de rien faire. T'as plus le droit de rien faire. Donc après, j'ai pas le droit. Ouais, mais c'est sûr que c'est pas les mêmes courses. Hein. Padel, c'est plus facile. Padel, c'est pour notre âge. Padel, ouais. Non, mais toi, c'est pas l'âge. Toi, t'es bien. Non, mais j'aime bien parce que padel, tu restes en forme, mais ça, ouais, c'est pas trop, ça va. Mais le basket, justement, les petites courses, c'est comme au paddle, c'est des petits... Ouais, c'est ça. Donc c'est ça. Toi, parce que nous, les petites courses, après tu t'arrêtes, tu vois, il y a une faute ou un lancer franc, hop, tu cours, tu t'arrêtes. Et donc dans les peurs, alors, tu nous as dit rien en tant que joueur, et maintenant? Non, en fait, c'est plus... les peurs, c'est plus perso, en fait. C'est plus dans la vie, en fait, c'est plus quand après t'as les enfants, t'as des trucs. Ah, moi, ça m'a fait ça direct. Hein. Ouais. Moi, j'avais jamais peur quand je prenais l'avion. Ouais. Et dès que j'ai eu mes enfants, dès qu'il y a un petit truc, maintenant j'y pense. Alors qu'avant, j'y pensais même pas avant. Et ouais, quand t'es tout seul, en fait. Ouais. Je suis plus touché maintenant depuis que j'ai mes enfants. Mais quand ils sont avec toi? Déjà, quand ils sont avec moi, ouais. Déjà, je veux plus trop prendre l'hélicoptère, tous les trucs comme ça, parce que je pense aux enfants. Quoi. Et je me dis que ça te marque, quoi. Ouais. Ce qui s'est passé avec Kobe Bryant, nous, dans le monde du basket, ça nous a vachement affectés, quoi. Donc c'est vrai que je réfléchis à 2 fois maintenant. Ouais, les peurs, c'est les enfants, de toute façon. Quand tu as des enfants, ça change tout. Hein. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux me donner pour qu'ils restent des bonnes personnes avec un bon fond, tu vois? Parce que quand tu as des garçons, moi j'ai 2 garçons, moi, une de mes peurs, tu vois, quand tu grandis avec beaucoup de choses, que comme moi j'ai grandi avec rien du tout, c'est facile d'être motivé. Tu vois, quand tu as l'huissier qui vient chez toi et qui te prend des trucs, et mes parents, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent pas. Là, moi, mes enfants, ils ont tout. Et donc, qu'est-ce que tu as fait qui fait que, quand moi, je regarde de l'extérieur, quand je suis tes enfants, parce que je les suis sur les réseaux, ça, ils ont l'air d'être tous bien, je les ai jamais vus en mode drogue ou scandale ou nanana, je les ai jamais vus. Enfin, ta famille, elle est très, très clean. Quel conseil tu pourrais me donner? Non, mais je pense que c'est l'éducation, hein, Tony. Tu sais très bien. Et en général, tes enfants, ils ressemblent à ce que tu es. Ouais. C'est-à-dire ce que tu es dans la vie, ce que tu vas leur transmettre. Et je pense que, ils n'auront pas de soucis dans le sens où tu vas leur transmettre ce qu'il faut, les bonnes valeurs. Ce qu'on est, en tous les cas. C'est-à-dire qu'il ne faut rien inventer. Moi, je pense que dans l'éducation, il ne faut pas inventer ce qu'on n'est pas. Il faut juste leur donner ce qu'on est, l'amour qu'on a. Et après, c'est à eux à se débrouiller aussi. Par contre, pour ce que tu dis, le fait qu'avoir faim comme toi, ils n'auront jamais faim comme toi. Mais tu sais, c'est ce que je dis aussi, moi. Parce que c'est dur de reproduire ça. Non, mais tu peux... ce que je veux dire, pourquoi? C'est pas de leur faute. Hein. Ah ouais, je sais. C'est parce que, justement, eux, ils aujourd'hui, manquent pas. Mais bon, c'est aussi bien, d'un côté, de dire que nos enfants... Ça veut dire qu'on a réussi, ça veut dire que... Et en fait, on est quand même là, sur Terre, ou pour le truc, pour essayer de vivre quand même le mieux possible. Et tout ça. Et donc les enfants, ils seront jamais comme nous. Enfin, les miens non plus. Ils ont leur personnalité, ils ont leur truc, leur envie. Et les miens, pour parler des miens, ils seront jamais comme moi, parce que moi j'étais, ou comme toi, parce que nous on était en manque. C'est-à-dire que nous on n'avait que ça. C'est-à-dire moi, c'est soit je faisais ça, soit c'était chaud pour moi, parce que j'allais pas être ingénieur, j'allais pas faire docteur, c'était pas des trucs très tôt. T'avais pas de plan B, quoi. J'avais pas de plan B, exactement. Moi, c'était et j'avais dit à mes parents, j'ai dit, moi, je vais tout mettre en œuvre pour réussir, et je vais réussir. Ça, c'est sûr. Ma tête, j'étais persuadé de toute façon que j'allais le faire, je faisais tout pour. Tu sais, c'est ce que je dis tout le temps, moi, à mes employés, à mes collaborateurs. Je leur dis, pas de plan B. Pas de plan B, parce que si vous pensez au plan B, c'est de l'énergie que vous dépensez pour rien pour le plan A. Donc, il n'y a que celui-là, d'abord. Et nous, on va là. C'est là où on va, en fait.
Et ça, on oublie en fait. Tu sais, j'ai ma phrase que je dis tout le temps. Et tu sais, il y avait mon coach, Popovic, il avait sa phrase. Et je vais te dire les deux phrases et tu me diras si toi, en tant que coach, tu avais un truc. Moi, ma phrase que je dis à mes académiciens ou à mes enfants, je dis toujours « rêver en grand ». Et quand tu dis ton rêve à quelqu'un et il ne se fout pas de toi, c'est que tu ne rêves pas assez grand. Donc moi, c'est ce que je dis à mes académiciens. Et récemment, il est arrivé des trucs dans ma vie où je leur disais voilà ce que je veux faire et on se foutait de moi et je l'ai fait. Et donc après, c'est moi qui rigole maintenant, tu vois. Ils rigolent d'eux, de ceux qui rigolent. Pop, il avait son truc où tu sais, t'as un rocher, et tu sais, tu tapes avec le rocher, c'est pound the rock. Il disait, tu vois, il faut qu'on pound the rock, pound the rock, pound the rock. Et au bout de la 2000 fois, là, quand tu pound the rock et le rocher, il se casse, c'est pas celui-là que tu viens de faire, le fait qu'il a cassé. C'est toutes les fois qu'il fait que tu as cassé. Donc, tous les entraînements comptent, tous les repas, toutes les heures de sommeil. C'était son truc, ça, pound the rock. Tu avais un truc, toi, en tant que coach, quand tu parlais à tes équipes, où tu avais une phrase, un slogan ou une philosophie? C'est plutôt, en fait, moi, au feeling, de savoir que tu étais avec des mecs avec lesquels il fallait juste que tu leur transmettes ce que toi, tu voulais. Et donc, la gagne. Bien sûr. Parce que c'est des mecs qui savent gagner, qui veulent gagner. Juste leur transmettre ta philosophie de jeu. Moi, je transmets, en fait, beaucoup de sérénité et de confiance. C'est-à-dire que moi, le mec... Donc, tu étais la force mon ego, il n'est pas le mal placé. C'est-à-dire que j'étais là pour les mecs. Moi, c'est pas parce que j'étais l'entraîneur que j'étais... non, jamais. Je leur ai jamais transmis ça. Et je pense que je leur ai transmis justement ça. Je leur donnais la confiance à mort, quoi. Je disais, on est les meilleurs. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas meilleur que nous. Donc, ils se surpassent et tout ça après. Et les mecs, c'était les meilleurs. Non, c'est vrai. Eu quelques bons joueurs dans tes équipes. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai, parce que quand tu dis que tu as gagné 3 Champions League, ben oui, mais parce que j'avais des mecs quand même c'était des costauds. C'est pas facile. Il faut un mix des deux, parce que tu peux avoir des grands joueurs et les gens ils vont avoir tendance à dire ouais, mais il avait des grands joueurs. Ouais, mais les grands joueurs ils sont relous à gérer aussi. Donc il faut quand même le coach, tu vois, pour pouvoir gérer. Moi, je prends toujours l'image des Lakers. Les Lakers, ils avaient Shaquille O'Neal, Kobe Bryant. Ils n'arrivaient pas à gagner. Pourtant, c'était les 2 meilleurs joueurs de la NBA. Et c'est quand ils ont pris Phil Jackson et qu'il a commencé à dire les gars, moi j'avais Jordan et Pippen, ils ont joué ensemble, donc il avait la crédibilité un peu comme toi et tous les trucs comme ça. C'est pour ça que je pense qu'il faut un mix des deux en fait pour dire oui, il faut les joueurs, mais il faut aussi la personne au-dessus pour les faire adhérer à ton projet et qu'ils aillent tous dans le même sens. Tu as raison, tu as tout à fait raison. Et en plus, tu as pris un exemple magnifique. Parce que moi, je me suis beaucoup servi de NBA. Beaucoup, hein. Parce que, je savais pas. Même avec mes joueurs, même des vidéos, hein, parfois. Ah ouais, d'accord. Sur le truc de Jordan, sur les trucs quand les Lakers sont gagnés. Même toi, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu te sers de ça, parce que moi, j'adore les grands champions. Je trouve que chacun a son histoire, déjà. Mais les champions, en fait, c'est pas facile. Tout le monde pense que t'as des qualités, donc voilà, toi tu as fait ça. Non, c'est beaucoup de travail derrière. Et moi, je me sers de chacun des histoires. Et donc, avec mes gars, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de gars autour de moi qui sont aussi intelligents, qui sont des gens bien et qui me disent, voilà, il y a ça, il y a ça. Et en fait, quand on a des discussions, quand on a des réunions, on se servait beaucoup sur la NBA, et on fait même la Formule 1. Tu vois, je sais pas moi, j'ai montré moi une vidéo pour te donner une anecdote, une vidéo où on faisait un changement de roue là, tu changes 4 roues en 3 secondes. Tu l'as vu où ça? C'est pas possible. Ben, oui, c'est possible. Et c'était simplement pour leur dire que oui, on peut faire en fait des trucs extraordinaires. Moi, je m'en fichais de gagner un truc. Je voulais gagner tout le temps avec eux. C'est comme ça que tu rentres dans l'histoire. Et ouais, c'est ça. Et mon message était celui-là tout le temps. J'adore ce que tu dis, parce que je dis souvent, moi, j'adore m'inspirer pareil que toi. J'adore m'inspirer des gens, parce que je dis toujours, il y a des raisons pourquoi ils sont là. Et il y a des raisons pourquoi
eux, ils ont réussi. Ouais. Et donc, je me dis, autant s'inspirer ouais. tu vois, des meilleurs. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que tu dis, parce que je fais pareil. Je fais pareil. J'adore regarder les messages, des speeches et tout ça. Et toi, par exemple, c'était ton inspiration quand tu étais plus jeune? Moi, savoir que c'était Jordan. Mais... Ouais. En fait, moi j'aimais bien, pareil que toi, regarder les autres sportifs. C'est important parce qu'ils sont passés par là avant moi. Et donc, c'est pour ça que j'aimais bien, moi, discuter avec les sportifs et leur demander des conseils, en fait. J'adorais ça. Et donc, j'avais vu Magic Johnson aussi, parce que Magic Johnson, c'est mon poste, mon poste de jeu. Oui. Et donc, je lui ai demandé pas mal de conseils. Et ce qui est génial, en plus, c'est que les Américains, ils ont cette mentalité-là de transmission, partage et tout ça. Des fois, en Europe, ils se parlent pas trop parce que c'est la concurrence, ou ils sont jaloux et ça. Aux États-Unis, ils sont pas comme ça. Mais toi, par exemple, ils sont beaucoup dans le partage. Quand tu te mettais... Par exemple, moi, j'avais un problème, c'est quand je loupais des tirs. Tu vois, je vais te prendre un exemple concret. Tu vois. J'avais du mal, des fois, quand je commençais un match et je loupais mes 3 premiers tirs, je me disais, oh, ça va être un match de merde. Et ça, je me prenais trop la tête. Et donc, ça affectait mon prochain tir. Et un jour, j'ai demandé à Kobe Bryant, j'ai fait, Kobe, tu penses à quoi? Parce que lui, il tirait beaucoup, donc je me suis dit, il loupe beaucoup de tirs. Et donc, il fait comment pour passer au prochain, tu vois? Et Kobe, il disait, delete. Il disait, genre, ta tête, c'est un ordinateur, t'appuies sur delete, ça n'existe plus. En fait, ça n'a jamais existé, ce tir-là. Comme ça n'affecte pas le prochain tir que tu vas prendre. Et donc, il me disait, delete. Et je ne sais pas pourquoi, le jour où j'ai commencé à me dire dans ma tête, ordinateur, delete, j'ai commencé à mieux jouer, j'ai commencé à être beaucoup plus régulier. Parce qu'au début, je pouvais faire un match à 30 points, et puis après, le prochain match, je mettais 4 points, je n'étais pas régulier. Et j'ai commencé à être beaucoup plus régulier. Et donc, tu sais, tu prends des petits trucs par là, petits trucs de Magic, petits trucs de Jordan, petits trucs de Kobe, et qui a après formaté, tu sais, mon mental. En plus, avec Kobe, c'était au moment où tu jouais avec lui. Ouais. Enfin, je veux dire, c'était la guerre. C'était la grosse rivalité. Mais donc, ça s'est passé... Mais était quand même dans le partage. Mais ça s'est passé dans une réunion l'été. C'est l'été, quand je joue pas. L'été, Les Américains, ils sont dans une forme de... Tu dis, c'est-à-dire, c'est pas des robots, je sais pas si on peut appeler ça, mais ils sont dans un truc réussi, quoi. Réussite. C'est clair. Mais tu vois, dans la réussite, je me rappelle d'une pub de Jordan qui disait, tu vois, que même si, tu sais, il se rappelle que de quand tu mets le tir, mais avant ça, il y a eu 50 000 tirs qu'il a loupés, 9 000 tirs qu'il a loupés, et il disait, c'est grâce à tout ça, toutes les fois qu'il a loupé, qui fait qu'il met le tir, tu sais, au bon moment, quoi. Exact. Et donc, c'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens, c'est important des fois de se louper. C'est pas grave. Moi, c'est ce que je dis à mes enfants, parce que des fois, tu sais, ils se frustrent, ils loupent des trucs, ils s'énervent pour rien. Je dis, mais c'est pas grave. Ça, c'est normal. Et plus tu vas louper, plus après, tu pourras te perfectionner et après devenir meilleur et le jour J, en fait. Et ouais, c'est vrai, en plus. Tu penses quoi de la NBA d'aujourd'hui, là? Est-ce que tu as vu le nouveau phénomène qu'on a dans le basket français, Victor Wembanyama? Ouais, un petit peu. Mais puis j'ai vu aussi ton interview avec lui. Ouais, sympa. Oui. Sympa, bien. Écoute, fantastique. C'est fantastique d'avoir un gars comme ça. Et puis français. C'est cool ce qui se passe dans le sport français en ce moment, avec tous les champions qu'on a, avec Kylian, lui, Léon Marchand dans la natation, ou Dupont dans le rugby. Dupont dans le rugby et tout. Toi, moi, je dis souvent, et je dis pas ça parce que t'es là, je veux pas te mettre mal à l'aise, tu vois, mais je trouve que 98, ça a vraiment marqué le sport français. Je l'utilise dans toutes mes interventions quand je vais dans le monde de l'entreprise, parce que moi, je trouve que la France, avant, on n'était pas trop, tu vois, un pays de sport. En plus, la phrase que j'aime pas du tout, Coubertin, le plus important, c'est de participer. Tu sais, moi, j'ai du mal, tu vois, avec cette phrase-là. C'est moi qui l'a dit, c'est pas lui. J'aimais pas cette phrase-là parce que moi, comme tu sais, mon père américain, j'étais moitié-moitié. Donc, père américain, moi, mon père, c'était il faut gagner, la gagne, le plus important, c'est de gagner. Et je trouve que quand vous avez gagné en 98, ça a marqué toute une génération. Moi, Teddy Riner, c'est un de mes meilleurs amis, on utilise souvent vous comme exemple. Et maintenant, quand je vois le sport français aujourd'hui, je voulais avoir ton avis. Qu'est-ce que tu en penses que maintenant, la France, comment on est au niveau sport, on est pas mal quand même. Ouais. C'est vrai que, par exemple, ceux qui ont fait un petit peu, qui ont commencé derrière, c'était le handball. Et là, tu vois, en fait, le hand, ils n'arrêtent pas de gagner. Et ils gagnent, tu vois, avec la manière en plus. C'est-à-dire que vraiment, dire en costaud, même dans la difficulté, ils arrivent ils s'en sortent et tout. Et ils montrent ça. Donc c'est vrai que tu as raison que les sportifs, en tous les cas, peut-être que 98 a lancé quelque chose,
Mais là c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus de haut niveau, très jeunes aussi. Ouais, qui ont une vraie personnalité, tout ça. Mais par exemple, Victor, tu vois, c'est à son âge, la personnalité qu'il a, le fait que, tu vois, tout ce qu'il te dit, quand il est avec toi, tu parles, en fait, tu échanges avec lui. Il est vachement mature. Mec, on dirait qu'il a 40 ans. Ouais, c'est vrai. Et, il est impressionnant. Et sa maturité va faire qu'il va tout dégommer, enfin, tu vois. C'est sa maturité qui va, parce qu'il est centré, parce qu'il sait ce qu'il veut. Et bon, après, quand il a les qualités qu'il a, bah, c'est tout, ça. Après, ça va. Ouais. Pas qu'il se blesse, mais c'est tout. Le reste, là, c'est là où tu dois me dire à toi, enfin, toi, moi, les choses sur le basket, mais moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est comment il bouge, quoi. Ouais, c'est impressionnant, c'est quand même. Bah, ça n'existe pas, ça n'a jamais été vu. C'est ça. Un gars qui fait 2m22, 2m23 et bouger comme un meneur de jeu, on va dire, presque, bah, c'est du jamais vu. Donc le seul truc qui pourrait l'arrêter, c'est s'il a des blessures. Parce qu'il n'y a pas de data qui peut dire si un gars de cette taille-là peut jouer pendant 10 ans et faire 100 matchs par an. Tout ça. On ne sait pas, en fait. Ça, tu sais pas. On ne sait pas, en fait. On ne peut pas savoir. Mais il shoot à 3 points, il fait tout. Ah, il fait tout, hein, il fait tout. Il fait tout. Donc, ouais, c'est beau de voir, de toute façon, tous les cas, toutes les équipes, tous les champions. Moi, j'aime bien. Moi, par exemple, Antoine Dupont, pareil, j'ai rencontré. Enfin, c'est top. C'est des gens qui sont. Il est sympa, Antoine. Ouais, très sympa. Ils sont focus. Moi, j'adore les mecs qui sont concentrés, centrés sur leur sport, qui défoncent tout dans ce qu'ils font. Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses qu'on ait les JO à Paris, là? Ah, magnifique. Magnifique. Heureusement, on n'est plus là pour jouer. Donc, Titi, comme coach. Ouais, bah oui. Mais on a le droit de 3 joueurs plus de 23 ans. Tu peux peut-être négocier. Non. non, on va pas prendre arrêter. Mais ouais, ça va être beau, ça va être quelque chose. En tous les cas, d'être là, présent, faire quelque chose. Non, c'est sûr. Non, mais moi, j'ai envie d'y aller. Ouais, c'est pas tous les jours que tu auras les JO. Exactement. Je suis content pour notre pays. Quoi. Ouais. Il va falloir profiter de cet événement. Et c'est vraiment c'est incroyable. Un choix à part. Mon moment préféré, c'était la cérémonie d'ouverture. Ouais. Quand tu es avec tous les athlètes. Quand tu es avec tous les athlètes. Et en plus, moi, c'était la Golden Generation, parce qu'il y avait Bolt, il y avait Michael Phelps, il y avait Djoko, Federer, enfin, il y avait tout le monde. Et donc, quand tu as tout le monde en même temps, là, comme ça, c'est impressionnant quand même, quand tu as tous les sportifs en même temps. On se verra, alors. Moi, c'est sûr. J'ai 2 dernières questions. Je voulais savoir, dans le foot, vous n'avez pas cette mentalité, tu sais, genre, retirer son maillot. Vous vous dites jamais que, genre, poser la question, tu sais, là où nous, la mentalité un peu américaine, on retire le maillot, et au basket, en France, on retire le maillot. Parce que des fois, quand je vois le 10, mais moi, j'ai pas grandi avec la génération Platini, tu vois, donc moi, je me dis, le 10, c'est le maillot de Zizou. Tu vois, moi, je te dis moi. Donc, quand je vois un autre joueur porter ce maillot-là, bah, moi, ça me fait bizarre. Je me dis que le 23 Bulls, c'est Jordan. Personne d'autre peut le porter. Est-ce que vous, dans le foot, c'est pas comme ça? Parce qu'en fait, c'est plus la fierté de porter ce numéro-là qu'un joueur c'est un joueur, en fait. C'est une autre culture, c'est vrai. Ouais, c'est une autre culture. C'est tout à fait différent. Mais par exemple, toi, parce que tu fais partie des très peu joueurs européens, non? Je crois que vous êtes 3. Ouais. Parce qu'il y a toi. Enfin, tu veux dire t'as Gasol qui ont mis leur maillot là-haut, justement. Ce que t'as dit, le maillot retiré. Parce que je crois que vous êtes. Enfin, j'ai regardé un petit peu. Bon, on ne doit pas être beaucoup, ça c'est sûr. Et donc, le truc, c'est que, bon, ça c'est une culture différente, mais bon, dans le foot, ça se fait pas parce que, après, si tu retires un numéro, comme on est beaucoup, enfin, t'as beaucoup de joueurs. Quoi. Après, si tu retires le 5 de lui et le 10 de l'autre, le machin. C'est pas faux. Après, il va falloir que tu mettes le 72. Bah nous, c'est ce qu'on fait au basket. 60, ouais, c'est ça. Au basket, c'est ce qu'on fait. Nous, tu peux aller de 0 jusqu'à 99. Et voilà, c'est ça, la différence. Et au foot, t'as pas le droit. Bah, ça fait bizarre. Tu peux. Mais si tu commences à avoir un mec qui a le 90 dans le dos... ça ferait bizarre. Ça fait un peu bizarre. Par exemple, moi, pour te donner une anecdote, quand je suis arrivé à Madrid, Florentino Pérez, qui était le président, tous les numéros étaient pris. Et il y avait un joueur qui est parti à la retraite cette année-là. Et donc, il m'a dit, il reste que le 5. Et il m'a dit... Je veux que tu mettes le 5. Et moi, ça tombait bien parce que le 5, pour moi, c'est un numéro important. Ça a toujours été. Et j'ai dit, mais purée, tu peux pas me faire un meilleur cadeau.
Mais il m'a dit, si ça avait été le 6 ou ça avait été le 3 ou le 2, hein, il voulait que je prenne un numéro de 1, enfin choisir entre pas le 1, le 2 à 11. Lui, il ne concevait pas... il ne concevait pas les autres chiffres. Ouais. Le 32, il dit, c'est pas du football, ça. Et justement, il disait, c'est du football américain. Ou c'est le basket américain. Ouais. Et donc, il ne voulait pas. Mais pas de maillot retiré. Non. J'aurais bien voulu voir le maillot Zizou au Stade de France retiré. Tu vois. Non, mais par contre, le fait d'avoir retiré le tien, ça doit faire quelque chose. Parce que moi, j'ai vu, là, c'est ta cérémonie. La cérémonie. Ah ouais, non. Toi, avec la famille, avec les potes. C'est un moment incroyable. Ouais, c'est ça. C'est un moment unique. C'est un moment unique. Et c'est, tu vois, maintenant, quand j'arrive au stade et que je suis avec mes enfants et qu'ils voient le maillot, tu vois, ça fait chaud au cœur. Quelque chose. Ouais, ça me fait toujours quelque chose. Mais à chaque fois que je vais au stade, ça me fait quelque chose. Quand je vois le maillot comme ça, je fais waouh. C'est beau. Je fais waouh. Dernière question, comme je sais que tu aimes bien les sportifs, c'est n'importe quelle génération, si tu pouvais dîner avec 3 personnes que tu n'as jamais dîné. Sportif Qu'est-ce que tu aimerais bien savoir l'expérience et partager? Moi, je me levais, et tu le sais, puisque quand on s'était croisés, moi je me levais la nuit pour regarder les matchs et je regardais certains de tes matchs. Et je me levais la nuit pour regarder les matchs de Tyson. Mike Tyson. Ouais. Mike Tyson. Et donc, tu vois, je sais pas, parce que j'ai toujours un truc particulier avec lui, c'est pareil. Même quand, tu vois, tu te levais, parce que quelquefois, ça dure 1 minute. Hein. Ouais, ça dure. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez. J'allais dire 30 secondes. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quelquefois, tu te levais 3-4 heures du matin et tu te levais pour 1 minute, parce qu'il mettait tac, c'était fini. C'est vrai, en plus. Mais c'était pas grave. Moi, j'adore Mike Tyson. Ouais. Et donc, moi, je pense que, tu vois, avoir un truc et Tyson. Mais le problème après, c'est la langue. Moi, lui, il parle qu'anglais. Moi, l'anglais. Non, mais on oublie la langue. C'est juste. On oublie la langue, mais juste parler. Voilà, c'est ça. Pour parler. Mais Mike Tyson, ça serait. Après, toi, c'était ton idole, donc Michael Jordan, c'est quand même le sportif pour moi, pareil. Par excellence, pour moi, c'est l'un des meilleurs sportifs de tous les temps. Et après, s'il y avait eu, pareil, le plus grand, mais plus avec nous, c'était Mohamed Ali. Ah ouais. Yeah. Voilà. Ouais. Et après, j'avais quelqu'un que j'aimais beaucoup, et c'était la Formule 1, c'était Ayrton Senna. Ah ouais, Ayrton. Ayrton Senna, voilà. Mais c'était mon époque, là. Ils avaient un âge, tu vois, il est parti trop tôt, mais c'était pareil. C'est très costaud. Phénomène. J'avoue. Mais pour revenir 2 secondes sur Mike Tyson, il y a très très peu d'athlètes quand même dans leur carrière qui créent une énergie et une électricité comme ça. Moi, je ne l'ai jamais vu combattre. Mais quand j'adore Mike Tyson aussi. Et quand j'en parle aux Américains, mais ils me disaient, c'était quelque chose. Quand tu étais dans le stade là, et t'attendais, et tu sentais apparemment une électricité incroyable que dès qu'il rentrait, la minute, ça valait le coup. Tu vois. Bon, bah merci. Merci beaucoup. Oui, j'ai juste des photos de vous. Allez, une photo. Assis. Bon, on vient de finir ma première journée à Madrid. J'étais trop content. Zizou, c'est un de mes athlètes préférés. Et franchement, Zizou, merci. Je sais qu'il fait jamais ça. Donc j'apprécie énormément. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour des prochains épisodes à Madrid avec Fabien Causeur et Vincent Poirier. À très bientôt.